Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur lifestyle. Thierry, hashtag Henry, épisode donc 168. Aujourd'hui donc on va parler donc de haut potentiel, de la haute performance, de comment trouver son identité et devenir meilleur tout simplement, que ce soit sportif ou entrepreneur, parce que là mon invité donc a réussi lui à performer dans le sport, mais maintenant donc il est plutôt donc du côté entrepreneurial. Il s'est beaucoup auto-formé et formé et coaché, donc ça c'est important. Ça c'est vraiment un élément que j'ai lu dans le livre tout de suite, où c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'investir en lui, et il va même le préciser à la fin. Donc reste bien jusqu'à la fin, donc je te dis tout, après on va remercier le sponsor. Comment créer vite en ligne simplement. Grâce à Shopify, plus d'1 million d'e-commerçants dans le monde gèrent leur entreprise en ligne. Ils ont tous fait confiance à Shopify pour créer leur boutique. Shopify propose des thèmes gratuits et complets pour lancer ta boutique rapidement. Shopify s'occupe de tout, du marketing à des paiements, aux transactions sécurisées et à l'expédition. Tu vas aussi obtenir des conseils étape par étape pour t'aider à lancer et à développer ton entreprise en toute sécurité. Essaye pendant 14 jours sans risque avec le lien suivant: thierry-henry.fr/shopify, thierry-henry.fr/shopify, SHOPIFY. Donc de retour après avoir remercié le sponsor, aujourd'hui donc j'ai Pierre David qui a écrit donc un livre, donc l'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé. Donc vraiment, si tu aimes le développement personnel et tout ce qui est psychologie, on va en parler beaucoup avec lui. Vraiment c'est très intéressant. On va parler donc de la dépolarisation, de son académie de la haute performance, donc de trouver son pourquoi, d'hypnose, de méditation, enfin tout ça, de comment libérer son potentiel. Comment apprendre à savoir qui on est. Souvent on parle de la confiance en soi et de savoir qui on est. Tous ces éléments qu'on va parler dans l'épisode, vraiment très important. N'hésite pas donc à commenter, partager cet épisode-là, de me dire ce que tu en as pensé, quel type d'épisode tu veux encore, quel type d'invité tu veux. Et puis moi je te dis à tout de suite avec Pierre. Salut Pierre, comment vas-tu? Salut Thierry, ça va, en pleine forme, et toi? Ah merci, très très bien. Ouais, comme je t'ai dit en off, j'ai passé la nuit, la nuit 2-3 heures sur ton livre hier soir, et puis après ton podcast, que je savais pas que tu as un podcast, et aussi donc ta chaîne YouTube, donc pour bien préparer l'interview. Des fois je prépare pas du tout, mais là je me suis dit on va être sérieux, et même là depuis le début de la rentrée pour le podcast, j'ai en général tous les bouquins avant et plein d'informations pour poser les bonnes questions. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, Pierre David, comme moi, tu as 2 prénoms ou 2 noms, ça dépend. Il ne faut pas se tromper. Tu as écrit un livre, donc c'est pas très récent, mais bon, sur l'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé. Ça déjà, c'est une bonne accroche, ça. Dépasse tes limites grâce à la dépolarisation. Je me suis trompé souvent quand je l'ai écrit tout seul, mais bon, dépolarisation. Donc je te laisse te présenter, puis on va après directement partir sur le sujet. Ouais, moi donc Pierre, comme je l'ai dit, le prénom, David, le nom, vous avez le droit de faire l'inverse. En effet, je suis auteur de ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé. Donc j'accompagne des sportifs et des entrepreneurs à être vraiment confiants, sereins et enlever cette peur de l'échec pour pouvoir battre nos records de personnel sans la mauvaise pression. Donc voilà la présentation de qui je suis aujourd'hui. Donc tu es un ancien sportif professionnel ? Ouais, sportif, alors pas professionnel, mais sportif de haut niveau. Donc en France, le sport de haut niveau, comme les gens qui vont aux Jeux Olympiques, eh bien, ce sont des sportifs de haut niveau, ce ne sont pas des professionnels. Donc voilà, le sport de haut niveau en France reste amateur. Surtout que toi, tu étais dans la boxe, donc c'est vrai que souvent, il y a le lien entre les deux. Souvent, les gens font les JO et ensuite, ils passent pro, souvent quand ils gagnent. Comme un autre, j'ai oublié le nom. Mais donc toi, tu étais dans la boxe, c'est ça, Ouais, c'est ça. Moi, c'était la savate boxe française. Donc moi, c'était le sport pied-point. Donc nous, on n'est pas aux Jeux Olympiques, mais c'était le sport pied-point, la savate boxe française. J'ai fait full contact, kickboxing, K1, etc. Donc voilà. D'accord, ok, tu vois, je t'ai pas précisé dans ma tête. Pour moi, en plus je connais un peu la savate, mais plus la boxe anglaise. Je me suis dit, mais je t'ai pas vu au JO, ça tombe bien. C'est normal, tu étais pas. Donc c'était championnat de France. Je fais un bond, donc tu parles de tes 5 championnats de France, et donc un dont tu as gagné. Ouais. Mais on en reparlera après. Donc avant de commencer, parle-nous de la dépolarisation, si j'ai bien dit. Ouais, justement, la dépolarisation, nous, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça n'existait pas à l'époque quand moi, j'étais sportif de niveau, quand j'avais mes blocages, c'est-à-dire 5 finales de championnat de France, une seule victoire, non pas grâce, mais vraiment à cause de mon mental. Et moi, à l'époque, j'ai fait hypnose, sophrologie, méditation pleine conscience. Bref, j'avais fait préparation mentale classique et rien n'avait résolu mon problème de fond, mon blocage de fond. C'est-à-dire que même si j'allais mieux, même si j'apprenais à penser différemment,
eh bien le blocage de fond qui m'empêchait vraiment d'être moi-même et d'exprimer tout mon potentiel, il était encore là. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis énormément formé, donc tout d'abord en hypnose, mais ça n'avait pas résolu mon problème. Ensuite, je suis parti chez des moines pendant 20 jours en méditation vipassana, donc c'est-à-dire sans lire, sans écrire, sans parler, pendant 20 jours. Et là, j'ai eu ces premières idées, notamment qui est tout le travail, toute la pierre angulaire du travail aujourd'hui qu'on fait, qui est sur l'identité, parce qu'on est des êtres humains, pas des fers humains, pas des avoirs humains. Donc nous, on va vraiment travailler sur l'identité, et donc il y a la dépolarisation, l'outil qui s'est ensuite processé à travers différentes formations, chez Manier Sam et l'Institut Sain, chez le docteur John DeMartini, voilà, un module qui m'avait particulièrement plu d'un de mes mentors, Gérald Bassel aussi, en hypnose. Donc tout ça mélangé font qu'aujourd'hui on a vraiment une méthode qui est processée en 6 séances avec n'importe quel sportif, n'importe quel entrepreneur. Quand il a un blocage spécifique, eh bien on sait qu'on va l'enlever rapidement en travaillant sur l'identité. C'est ce qui nous distingue des autres méthodes. Ouais, donc tu as vraiment une belle référence. En plus, ce qui est trop bien parce que, bon, je vais pas t'insulter. Hein. Bon, vraiment, ça va, on a 10 ans, donc tu vas pas mettre un kick. Mais tu as fait t'as un sportif de haut niveau, mais tu as beaucoup investi sur toi, étrangement. On a l'impression que c'est plus des gens qui ont été pro, qui ont les moyens, surtout les Américains qui ont souvent des coachs un peu dans tous les sens parce qu'ils sont entourés et ils ont aussi les moyens. Moi qui ai connu un peu la savate parce que je suis du Neuve-la-Garenne, il y avait un bon club à l'île Saint-Denis. Je connais très bien la savate, donc c'est pas un truc, tu gagnes pas des millions. Après, souvent on passe de la savate, on passe à d'autres sports. Ouais. Et donc toi, tu as vraiment plus le voyant Thaïlande. Comment ça se fait que tu as pu aller chercher autant? Après, bon, on va revenir sur les autres, mais là, on va commencer par toi. Hein. Et on le voit bien dans le livre en plus. Et moi, c'est un truc qui m'a toujours posé la question de l'être et de l'avoir, surtout que je suis un peu dans le business et dans l'entrepreneuriat. Donc souvent, c'est l'être, l'avoir, faire, paraître. Enfin, tous ces mots, ces termes que tu prononces très bien, que tu développes. En plus, on a vu que tu as été chercher les termes aussi, l'étymologie, donc c'est super important. Comment ça se fait que tu as voulu faire ça au lieu de dire, bon, je fais mon sport, après j'arrête, voilà, je me prends pas la tête, je fais autre chose. Tu as voulu creuser, mais vraiment. Et en plus tu as parlé de tes 20 jours, mais tu n'as pas dit qu'est-ce qui s'est passé après les 20 jours. Donc, ce serait bien que tu le dises aussi, qu'en plus de pas boire, de pas trop manger, de méditer, mais tu aussi pas trop dormi. Donc voilà. Je t'ai posé plein de questions, excuse-moi, mais c'est comme ça. Hein. Je te laisse passer. Ouais, justement, pour rebondir sur la fin, alors on buvait, on pouvait boire comme on voulait, on déjeunait juste 2 fois par jour, une fois à 7h du matin, une fois à 11h du matin. En revanche, vu que je restais 20 jours, et la majorité des gens qui font Vipassana, c'est 10 jours. Et moi, j'avais tellement envie de répondre à cette question, qui est la question « Qui suis-je ?», que je suis resté 20 jours. Et pour les gens qui restaient 20 jours, en fait, ça, je ne le savais pas, j'ai su qu'au 15e jour, le mois de Mani, dans 2 jours, tu auras un choix à faire, donc on sera au 17e jour. Soit tu pars, et c'est très bien comme ça, en fait, tu auras fait le 17e jour, et c'est déjà top. Soit tu restes, mais si tu restes, alors tout simplement, tu acceptes l'exercice qu'on va te donner, c'est-à-dire tu restes 3 jours et 3 nuits, sans dormir et sans t'allonger, dans ta chambre de 9 mètres carrés. Donc voilà, et quand j'ai regardé, je lui ai dit, mais attendez, c'est impossible ça. Et il m'a dit, tu dis que c'est impossible parce que tu ne te connais pas. Si tu te connais, tu saurais que là, tu as accumulé assez d'énergie pendant ces 17 derniers jours que tu vas voir que tu vas tenir, tu vas tenir facilement en fait. Donc voilà le petit exercice que j'ai eu là-dessus. Et du coup, moi, ce qui m'a amené à autant me former, c'est que comme beaucoup de sportifs, les gens voient souvent les sportifs de haut niveau comme des gens qui sont des machines, etc. Mais au fond, en fait, beaucoup de sportifs ont cette faille mais à part mon sport, je sais pas faire grand-chose en fait. Et du coup, on va polariser, c'est-à-dire faire énormément de sport, mais des fois aussi, certes on aime, mais aussi parce qu'on a peur de se dire, mais le jour où ça s'arrête, je suis qui? Et donc moi, c'était ça le jour où j'ai arrêté le sport, donc c'était en même temps que j'arrête mes études. Je me suis dit, ok, mais maintenant, à part boxer, je sais pas faire grand-chose en fait. Et donc, j'avais une perception de moi-même dans la vie de tous les jours qui n'était pas une excellente confiance en soi. En fait, j'avais vraiment une faible confiance en moi et en mes capacités à me réaliser dans le monde plus classique. Et du coup, voilà, c'est ce fait de tourner en rond, ce questionnement de qui suis-je, pourquoi suis-je ici, donc un questionnement assez existentiel qui a fait qu'à un moment donné, j'ai pris la décision de me former parce que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et de même jusqu'à partir chez les moines pour répondre à cette question. Je suis vraiment parti chez les moines avec l'intention de répondre à cette question, qui suis-je? Donc tu étais plutôt très fort dans ce que tu parles beaucoup dans le livre, du faire et de l'action, parce que tu faisais ton métier donc, comme une machine, tes habitudes, mais tu ne savais pas vraiment qui t'étais. Ouais.
Donc la recherche, c'est pas du plutôt tout, ouais, c'est de clair. ce qui vient après, le côté être, et donc savoir qui tu étais pour pouvoir réussir autre part que dans la boxe. Et exactement ça, ouais. Donc toi, si demain donc, tu coaches, parce qu'on va revenir un peu recadrer vers l'entrepreneuriat et ce qui va intéresser l'audience, Ouais. donc là, tu reçois une personne qui a, comme tout malheureusement, des traumas liés à l'enfance ou des traumas par rapport à un problème peut-être étymologique ou un problème de vision. Comment tu l'apprends? Donc directement, tu vas sur l'être ou tu t'étudies l'avoir, Ouais. les actions qu'ils font? Ouais. Ouais. Nous, on est directement on a un process qui est vraiment rodé. Et du coup, on travaille directement sur l'identité, donc sur l'être. Et c'est ce qui fait le succès aujourd'hui de ce programme, que ce soit du succès en termes de réputation qu'on a et aussi en termes de résultats. C'est-à-dire que, en fait, ce qui va se passer, c'est que, comme moi à l'époque, nous sommes des êtres humains, pas des fers humains, pas des avoirs humains. D'accord? Donc, l'ordre des choses, c'est être, faire, avoir. C'est parce que je suis dans ma tête, donc la somme quantitative et qualitative de mes pensées et de mes émotions, donc qui décale un état d'être, que je vais faire par le corps certaines actions, et donc que j'aurai certains résultats à l'extérieur. Donc s'il y a certains résultats que je n'ai pas à l'extérieur, donc soit un chiffre d'affaires pour les entrepreneurs, soit un titre pour les sportifs, c'est parce que je n'ai pas l'état d'être qui correspond à ça. Et donc, ce qui va se passer, c'est que parfois, on va se dire, que ce soit sportif ou en tant qu'entrepreneur, on a ce rêve au fond de nous qui est j'ai envie de faire tel chiffre d'affaires, ou j'ai envie d'être champion olympique, ou j'ai envie d'être champion du monde. Mais on se dit, ouais, mais non, je peux pas dire ça, je suis qui pour dire ça? Ok. Et au moment où on se dit ça, en fait, eh bien, on se dit, mais non, mais si je dis ça, c'est arrogant de dire ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la partie arrogante en nous. Donc, même si arrogante, c'est un concept, et ça, je développe vraiment dans le livre, parce que là on pourrait en parler pendant des heures. Et ben, cette partie arrogante-là, on l'a pas développée. Et du coup, la vie va l'être humain pour nous est vraiment un être humain complet. Ça, quand j'étais chez Vipassana, Vipassana chez les moines, j'ai vraiment réalisé que en moi j'étais tout, c'est-à-dire que je peux être joyeux, je peux être triste, je peux pleurer, je peux être arrogant, je peux être méchant, je peux être gentil. En fait, constamment, j'ai le choix en fait de devenir qui j'ai envie d'être. Et parfois, en fait, par injonction sociale, on va réprimer le fait qu'on va dire j'ai envie d'être champion du monde parce que maintenant je peux pas dire ça, c'est trop grand, donc je vais pas le dire parce qu'on va dire c'est arrogant. Et donc pourquoi? Parce qu'il faut être humble. Et du coup, tout ce que nous on va réprimer parce qu'on se dit c'est mal, quelqu'un d'autre va l'exprimer. Par exemple, si aujourd'hui vous n'aimez pas les gens égoïstes, si vous n'aimez pas les gens arrogants, du coup vous, je parie que vous dites ah mais moi je suis altruiste, je suis humble, et des fois trop humble et trop altruiste. Et par contre il y a des gens qui sans culpabilité vont exprimer la partie égoïste ou arrogante. Et donc ces gens-là sont juste pour vous indiquer que c'est juste un miroir en fait. T'as pas accepté cette partie-là chez toi. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'en venant récupérer cette partie-là de nous chez nous, et bien boum, comme par hasard, en fait, il y a un collapse qui se crée. En fait, un collapse, il y a un changement de perception instantané dans le corps, et c'est ce qu'on appelle un saut quantique, c'est-à-dire que instantanément, les gens changent de comportement. Donc on est vraiment sur cette histoire d'identité, de revenir à un être humain de plus en plus complet, qui accepte toutes les parties de soi pour simplement plus prendre la tête et plus poser de questions. Et j'ai un objectif, j'y vais, j'y vais quoi en fait. Simplement. Donc souvent là, ça part de deux choses, ça part des pensées. Souvent malheureusement, comme tu dis, donc au lieu d'écouter ses propres pensées, on écoute les pensées des autres. Donc souvent, je le répète dans le podcast, mais ça c'est dit par. Moi j'aime bien reprendre Jim Rohn qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc quand on vient dans ton académie, automatiquement on est entouré de gens qui sont qui ont peut-être des traumas, mais ils sont quand même performants, donc ils vont être entourés donc, de ce que tu vas dire à d'autres personnes. Et aussi, ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est qu'automatiquement aussi, j'aime bien, enfin, moi quand je lisais ton livre, c'est bizarre parce que tu parles beaucoup de l'être qui je suis, je pensais à Descartes qui disait je pense donc je suis. Et j'ai fait un podcast sur la méditation il y a 1 an et demi avec Amar Amour qu'on disait voilà, que en moyenne on a plus de 60 000 pensées, comme tu dis dans le livre, parce que quand je l'ai dit dans le podcast, il y avait un doute. Je l'avais écouté sur un autre podcast. Et donc, comment tu fais, toi, pour reprogrammer le cerveau des gens? Parce que, qu'on soit avec toi ou pas, mais quand on va sortir, il y aura les parents, il y aura la mère, il y aura tout le monde. Et automatiquement, donc, comment tu fais pour qu'on se pose les bonnes questions et qu'on programme notre cerveau, qui n'est pas fait pour ça, mais qui est plutôt dans le négatif, pour toujours être positif et avancer et rester performant tout le temps, si on peut? Ouais, alors ça c'est top parce que du coup, alors, le cerveau il est vraiment, on va dire d'une manière très schématique, il y a la partie basse du cerveau
qui est la partie automatique, et la partie haute du cerveau qui est plus la partie intelligente. Mais sauf que nous, avec les concepts qu'on a et cette charge de c'est bien de faire ça ou c'est mal de faire ça, donc si vous observez bien dans la vie, en fait, chaque chose que vous empêchez de faire, c'est parce qu'il y a une charge de ah mais je peux pas faire ça, c'est mal de faire ça. Donc tout ce qui empêche un être humain d'être lui-même, c'est parce qu'il se dit non mais c'est bien d'être comme ça ou c'est mal d'être comme ça. Et tout ça, ce sont que des injonctions sociales. Donc nous, avec la dépolarisation, justement, c'est là où on va aller chercher chaque injonction sociale, d'où elle vient, et comment est-ce qu'on peut la neutraliser rapidement. Par exemple, si vous dites, allez, il faut que je fasse ça, je dois faire ça, mais que vous avez du mal à passer à l'action, donc nous, dès qu'on entend un sportif ou un entrepreneur qui dit, il faut que je fasse ça, je dois faire ça, on sait que c'est une injonction extérieure. Un être humain, lorsqu'il est défait de ces injonctions extérieures, ne se pose plus la question « il faut, je dois ». Moi, c'est très très rare que je me dise « il faut que je fasse ça, je dois faire ça ». Et je sais que si je m'arrête quand je m'entends « allez, il faut que je fasse ça », je me pose, je suis présent à ce « il faut » et je me dis « ok, ce « il faut », il vient d'où ?» Et là, paf, c'est d'un bouquin, c'est d'un mentor, c'est de quelqu'un que je mets sur un piédestal, c'est de choses qu'on m'a dit étant petit. Et là, je trouve le il faut, il ne vient pas de moi. Et donc, derrière, avec les process de dépolarisation qui sont dans le livre, on peut neutraliser cette charge émotionnelle et d'être totalement libéré de ça. Ce qui fait qu'on va libérer la partie basse du cerveau, qui est la partie émotionnelle, pour accéder à la partie haute du cerveau, qui est la partie intelligente. Parce que dès qu'on a ce discours il faut, je dois, et qu'on ne passe pas à l'action, ça crée un espace entre ce que je fais et ce que je dois faire, donc ce que je dois faire par rapport à une injonction sociale extérieure. Et du coup, ce décalage entre où je suis et où je veux aller, mais j'arrive pas à y aller, crée une émotion. Cette émotion entraîne des distorsions, généralisations, omnissions de la réalité, et ça crée surtout de l'espace mental en fait. Donc chaque émotion occupe de l'espace du temps dans la tête, et quand on va la neutraliser, on peut accéder vraiment à la partie haute du cerveau, qui est la partie intelligente, qui voit les deux côtés de la réalité. Donc voilà, et du coup, pour rebondir ensuite sur la partie comment est-ce qu'on fait pour être positif tout le temps, nous justement à l'Académie de l'Haute Performance, on ne va pas chercher à être positif tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde de dualité, donc il fait jour, il fait nuit, il fait chaud, il fait froid, il y a des avantages, des inconvénients, altruiste, égoïste, méchant, gentil, bref, tout va par deux en fait. Et du coup, le positif va naturellement avec le négatif. Et en fait, c'est comme un aimant. Un aimant, par exemple, il y a un pôle plus, un pôle moins. Et si les gens disent « Ah, mais il est trop bien le pôle plus, j'aime trop ton aimant ». Non, t'aimes pas l'aimant, t'aimes le pôle plus de l'aimant, mais t'aimes pas le pôle moins. Donc t'aimes pas l'aimant. Si t'aimais l'aimant, t'aimais et le pôle plus et le pôle moins. Nous, dans notre vie, en fait, on aura tout le temps des pensées qui peuvent être perçues positives et des pensées qui peuvent être perçues négatives. Mais la pensée n'est pas positive ou négative, c'est simplement, la pensée est juste une pensée. C'est simplement le jugement que l'on met dessus qui fait que la pensée devient positive ou devient négative, selon le point de vue que l'on a à un instant donné. Donc on va vraiment pour ça, pour que les gens, s'il y a un jour où ils ont des pensées dites négatives, on va simplement accepter en fait que ça peut arriver d'avoir des pensées négatives, et c'est ok en fait. Et moi je vais lutter pour avoir des pensées, moins de pensées négatives et plus de pensées positives. Moi je vais lutter plus naturellement, en fait on a juste des pensées, après elles sont positives, négatives, on s'en fout, c'est est-ce qu'elle m'est utile ou pas de penser à ça. Si elle m'est utile, je la garde, si elle m'est pas utile, je l'enlève. Je crois que je sais pas si c'est dans ton livre ou sur ton podcast, tu parlais en fin de compte dans ton livre, d'un tableau que tu peux faire le soir. Parce que c'est vrai que souvent le soir, surtout quand les gens qui ont du mal à dormir, ils se répètent les mêmes questions. Et donc de faire un tableau, donc d'un côté de mettre les négatifs. Parce que c'est vrai que souvent on a les mêmes trucs qui reviennent et on a l'impression que le cerveau est trop fort, on n'arrive pas à réagir et à travailler dessus. Donc comment, donne la technique, comme ça peut-être les gens ça peut leur servir. Ouais, alors justement, nous en fait, juste au niveau du jargon, on n'utilise pas dans l'Académie de l'Haute Performance la pensée positive ou pensée négative. On va plus utiliser la pensée utile ou inutile, et simplement poser la question de, quand j'ai une pensée qui passe, me dire ok, est-ce qu'elle est négative, est-ce qu'elle est utile ou inutile pour moi. Et donc le soir, ça c'est vraiment d'un point de vue éducation au début, dans les 5 premières semaines du programme. Après on passe vraiment sur la dépolarisation où là ça va plus loin, mais déjà de consciemment se poser le soir, de faire un tableau entre les pensées utiles, les pensées inutiles, et en fait de lister, tiens, est-ce que ça c'était des pensées inutiles que j'avais dans la journée, et donc là je vais poser une croix dessus parce que c'est des choses que je veux plus, et quelles étaient les pensées utiles. Et pareil, avec un minimum de jugement, ça qui est plus tiré de la méditation à pleine conscience, et juste de l'observation en fait de nos pensées. Et donc petit à petit, en fait, juste avec ces exercices de conscience,
les choses en fait s'améliorent dans la façon de penser. Ok. Bon, c'est plutôt simple. Donc là, tu nous as donné plein d'informations, la dépolarisation, quelques techniques. Comment on fait donc pour avancer et libérer son potentiel? Parce que Ouais. des fois, on ne sait même pas ce qu'on veut. Donc comment on sait? Parce que souvent dans le livre, tu parles plus tu te fais comprendre que le fait de vouloir n'est pas avoir. Mais comment on décide d'être? C'est clair. Tu parles souvent de ça, de décider d'être. Comment on décide d'être? Parce que tout le monde, demain, je pourrais dire, bah, demain, j'aimerais Superman. Mais voilà, c'est pas réaliste. Comment on fait pour Ouais. bien choisir et trouver son pourquoi? Dire, voilà, ça, c'est ma mission et je peux le faire. Ouais. Voilà, ce qui a un sens. Ok, bah c'est top. Super. Bah en fait, pour que déjà, comme tu l'as dit, on peut pas se dire je vais être Superman, parce que bah ça défie une loi de la gravité. C'est-à-dire qu'un objectif, pour qu'il soit atteignable, l'objectif il doit respecter deux choses. C'est un, est-ce qu'il est possible? Donc s'il est possible ou impossible, c'est-à-dire s'il est possible, c'est-à-dire qu'il ne défie pas une loi universelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, être humain sans technologie, je décide de sauter 6 mètres comme ça, bah, je décide de sauter 6 mètres de hauteur par exemple, bah, sans technologie, ce n'est pas possible puisque ça va défier la loi de la gravité. Avec de la technologie, ce serait possible. Aujourd'hui, avec le corps humain, ce n'est pas possible. Donc, c'est un, est-ce que c'est possible ou impossible? Et deux, c'est est-ce que mon objectif, il est probable? S'il est probable, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il est aligné avec notre système de priorité intrinsèque. Donc en anglais, chez John DeMartini, on va plus dire système de valeurs, mais en France, avec système de valeurs, on va confondre avec les valeurs telles justice, liberté, etc. Donc du coup, on va plus employer le jargon système de priorité intrinsèque, c'est-à-dire est-ce que intrinsèquement c'est important pour moi? Et du coup, est-ce qu'il y a une stratégie posée dessus? Par exemple, pour beaucoup d'entrepreneurs, on le fantasme de gagner beaucoup plus d'argent. Sauf que les finances, ce n'est pas intrinsèquement important pour eux. Donc ils vont aller essayer de chercher encore plus de finances et du coup ils vont forcer, ils vont se dire allez je dois faire ça, et bien bizarrement leur entreprise va avoir du mal à se développer parce que c'est pas aligné avec ce qui est intrinsèquement prioritaire pour eux. Alors que si on leur fait lâcher le fantasme d'avoir plus de finances, ça va être mieux, et qu'on leur montre que finalement qu'ils réalisent que c'est pas vraiment important pour eux, mais ce qui est réellement important pour eux, c'est de pouvoir passer du temps avec leur famille, c'est de pouvoir impacter encore plus le monde et qu'ils se sentent uniquement là-dessus, bah là, ce qui se passe, c'est magique, c'est qu'au moment où ils lâchent le fait de vouloir des finances, eh bien les finances arrivent parce qu'ils sont centrés uniquement sur là où c'est important pour eux. Donc pour un objectif, pour augmenter les probabilités d'atteindre un objectif, se poser ces deux questions-là. Est-ce que c'est possible? Donc est-ce que ça défie une loi universelle ou pas? Deux, est-ce qu'il va être probable? Est-ce que c'est aligné avec mon système de priorité intrinsèque? Est-ce qu'il y a une stratégie claire qui est mise en place? Voilà, ça c'est vraiment le premier point pour cette notion d'objectif. Et autrement, pour revenir sur l'identité à chaque fois, moi aujourd'hui, quand il m'arrive quelque chose, par exemple, je me pose de moins en moins la question, et que j'ai un choix assez difficile à prendre, je me pose de moins en moins la question, que dois-je faire? Pourquoi? Parce que dois-je faire? On va calculer ce qu'on a fait à partir du passé, et on va étrier c'était bien ou c'était mal que je fasse ce choix. Et du coup, on va se dire, ok, en fonction des bénéfices et inconvénients que j'ai eu dans le passé, donc si c'était plutôt mal, si c'était plutôt bien, on va redire, ok, je vais faire ça, donc encore une fois du binaire, est-ce que ça va être bien ou mal? Alors que si on se pose la question, il m'arrive telle chose aujourd'hui, par exemple, je sais pas, comme l'année dernière, par exemple, avec le confinement, il y a le confinement, je peux plus travailler, je dois faire quoi? Non, c'est qui ai-je envie d'être en relation à ça? J'ai envie d'être quelqu'un qui est performant. Ok, cette personne performante, elle va faire quoi? Par exemple, en sport, quand les gens tombent contre un adversaire qui est sur papier plus fort, des fois ils peuvent se dire, s'ils se concentrent sur le résultat, à voir, c'est soit j'ai gagné, j'ai perdu. Donc s'ils se disent, je dois faire quoi? Vas-y, je vais pas me donner à fond parce que de toute façon je vais perdre. Donc ça sert à rien que je me donne à fond, donc je vais pas me donner à fond. En revanche, s'ils se posent la question, qui ai-je envie d'être en relation à ça? Moi j'ai envie d'être un guerrier, j'ai envie d'être excellent, j'ai envie de me dépasser encore plus. Du coup, plus l'adversaire va être fort, plus c'est top parce que je vais pouvoir me dépasser encore plus. Et du coup, en fait, en se dépassant encore plus, en choisissant d'être par exemple excellent, je vais choisir de me dépasser, d'être ok avec les bénéfices qui vont avec, c'est-à-dire je me serai dépassé, et aussi avec les inconvénients qui vont avec, et ça demande un effort. Voilà, le dépassement de soi, donc c'est-à-dire se dépasser soi-même au quotidien, être tous les jours 1 millimètre plus fort que le mois d'aujourd'hui, eh bien ça demande un dépassement de soi, et la fierté encore ne naît pas sans le dépassement. Donc voilà. Donc pour traduire un peu, parce que c'est toujours bien expliqué, mais
Surtout sur la partie un peu sport, parce que tu le dis aussi dans le livre, donc le côté retirer le côté gain et perte. C'est-à-dire plutôt de Ouais, se visionner en tant que gagnant ou visionner la personne qu'on va devenir plutôt, c'est ça? Visualiser? exactement, ouais, exactement. Ouais, exactement, super question parce que, en effet, je vais me visualiser qui je suis en train de devenir à travers mon sport. Pourquoi? Parce que bah, ce que j'obtiens une fois que je l'ai, bah, c'est du passé. Tu vois, j'ai une médaille olympique, bah, ça y est, je l'ai dans les mains, c'est fini en fait. C'est passé. Donc ce que j'obtiens, ça va disparaître très rapidement. Ce que je fais, allez, il y a un Covid, un confinement qui se passe, c'est fini. Je ne peux plus m'entraîner, je ne peux plus faire mon métier. En revanche, qui je suis en train de devenir avec ça, à travers mon sport, à travers mon entreprise, bah ça, je peux l'emmener partout en fait. Quand le sport va être fini, si j'ai décidé d'être encore plus excellent, encore plus confiant à travers le sport, bah, je vais pouvoir l'emmener dans d'autres domaines de vie qui vont être par exemple l'entrepreneuriat, la famille, etc. Donc qui je deviens est transposable, qui je deviens, quelle essence est transformable à travers différentes formes d'existence. Donc c'est vraiment se concentrer en fait sur l'essentiel qui est qui je suis en train de devenir, l'être que je suis en train de devenir à travers mes activités quotidiennes. Donc ça permet vraiment, en se posant cette question, d'être détaché des résultats qu'on a. Et du coup, ce qui est paradoxal, c'est qu'on obtient encore plus de résultats. Et moi, ça me fait penser, pour revenir sur l'entrepreneuriat et même sur le sport, en fait, c'est comme ça que c'est lié. Et c'était à mon époque marketing de réseau, où on fait beaucoup de développement personnel, c'était il y a très longtemps. C'était sur, alors, je sais pas si c'est Jim Rohn ou Tony Robbins, et il disait ça que au lieu de penser à devenir millionnaire, plutôt de penser à devenir la personne que tu vas devenir quand tu seras millionnaire, c'est techniquement si tu veux être un bon vendeur, un bon marketeur, un bon manager, donc toutes les compétences qu'ils vont avoir, c'est plutôt ça qu'il faut penser à avoir que de penser à avoir les finances, parce que, comme dit, une voiture, on peut l'avoir, mais elle va brûler, la maison, elle va brûler, mais les compétences que tu vas avoir, tu vas les garder, donc c'est un peu, Ouais. pour revenir au recadrer entrepreneur, c'est au lieu de toujours dire, ah, je vais gagner, je vais être riche, devenir une meilleure personne, et donc penser aux compétences qu'on va acquérir pour arriver au résultat de 10, 15, 20 millions, que plutôt de penser à tout ce qui est matériel, on va dire. C'est un peu ça. Ouais, exactement ça en fait, parce que alors à chaque fois aux sportifs justement, même les entrepreneurs, je leur dis, ok, est-ce que gagner est une cause ou un effet? Et du coup, alors on arrive en fait c'est un effet, c'est l'effet de qui j'ai été, des actions que j'ai mis en place qui amènent le résultat. Donc à chaque fois, soit je me concentre sur l'effet et du coup je suis sur l'extérieur, soit je me concentre sur la cause. Et ça, je l'emmenais. Et encore une fois, avec un entrepreneur, justement, en plein confinement, l'entreprise, elle avait dû être on l'avait totalement retransformée parce que son métier a disparu dans l'événementiel pendant le confinement. Donc, on avait dû dépolariser cette partie-là pour vraiment retransformer son entreprise et se recentrer sur la mission. Encore une fois, la mission, c'est pareil, c'est l'essence. Et du coup, en fait, en faisant ça, je lui ai dit, écoute, demain, si ta boîte est cool, donc lui, il avait à peu près 10 ans d'entrepreneuriat, je lui ai dit, imagine demain, ta boîte est cool, en combien de temps tu récupères le même chiffre d'affaires? Il fait, franchement, si je devais repartir à zéro maintenant, allez, en un an max, ce que j'ai construit en 10 ans, je suis capable de le récupérer. Ok, je sais pourquoi? J'ai une autre expérience aujourd'hui, voilà, donc tu n'es plus le même être humain. Donc, c'est pour ça que ce qu'on perd, c'est pas grave en fait. Si on le perd, tant qu'on est la personne, enfin même l'individu, parce que la personne c'est le persona, le masque, mais que tant qu'on est l'être humain, qu'on a l'état d'être qui va générer le résultat, en fait, même si on perd notre résultat aujourd'hui, même si on enlève tout ce qu'on a aujourd'hui, on sait que c'est pas grave en fait. On le remanifestera quoi qu'il arrive, puisqu'on est l'être humain qui doit le manifester. D'accord. Très bien expliqué. Parlons un peu maintenant avant de parler donc du subconscient, parlons un peu de tout ce qui est émotionnel. Parce que dans le livre, tu parles souvent de charge émotionnelle, sur le podcast aussi. Et souvent, donc, c'est lié, si j'ai bien compris, hein, au trauma, à des choses qui font que ça nous fait changer un peu notre état intérieur. Comment on apprend à mieux gérer ses émotions et comment on fait pour passer à un niveau supérieur, à avoir un meilleur potentiel parce que on sait mieux gérer ses émotions. Ouais, alors c'est top. Alors déjà, juste pour recadrer, moi je vais pas parler de trauma dans le livre parce que j'ai pas envie d'aller sur le côté thérapie. En revanche, on va en effet parler des charges émotionnelles qui peuvent empêcher la pleine performance. Pour nous, en fait, alors là, je vais peut-être dire quelque chose qui peut choquer les auditeurs, mais une émotion, voilà. Marqué dans votre tête, moi j'ai mis ça dans ma tête et ça m'aide vraiment. Émotion égale illusion de la réalité. Ouf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai des émotions, par exemple de tristesse ou de colère, c'est que je perçois plus de pertes que de gains. Et quand j'ai des émotions plus d'euphorie, c'est que je perçois plus de gains que de pertes.
Et donc, c'est-à-dire que dès que je perçois plus de pertes que de gains à une situation ou plus de gains que de pertes à une autre situation, alors en fait, je suis émotionnel et je ne suis pas ce qu'on appelle nous dans l'axe, je ne suis pas présent à ce qui se passe, c'est le cerveau bas qui est aux commandes, ce n'est pas le cerveau haut. Et tout simplement, on prend des choix qui sont dans l'illusion du gain et de la perte. Et pour les entrepreneurs, ça, il y en a beaucoup qui ont dû l'avoir, ça, pour un peu de finance, prendre un contrat en mode ouais, je vais gagner ça. Et en fait, on prend le contrat en mode allez, je prends le contrat parce que ça me fait gagner telle finance. Et finalement, quand il y a le prix à payer qui arrive derrière, soit le client qui n'est pas inspirant, soit c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop faire. Et en fait, finalement, par rapport à l'énergie qu'il y a à délivrer, on se dit que le prix à payer était fort par rapport à la somme qu'on a eue en échange. Et donc, le but, c'est à chaque fois de sortir de cette illusion du gain et de la perte pour se centrer sur la mission, encore une fois, sur qui on est en train de devenir et d'être de moins en moins émotionnel au sens, de toute façon, le schéma émotionnel du mal-être, c'est souvent, allez, je ressens de la frustration va entraîner de la colère va entraîner de l'impuissance, de la culpabilité va entraîner de l'impuissance, et là on est dans cette boucle du mal-être qui est culpabilité, impuissance, frustration, colère, en boucle. Et en fait, quand on arrive à casser l'illusion de perte et du gain, eh bien, on sort de l'émotionnel. Par exemple, là, justement, avec une sportive en ce moment que j'ai commencé à travailler avec, donc c'est une autre sportive qui l'accompagnait, donc niveau international. Là, première session, on arrive sur là j'ai peur parce que si je suis pas championne du monde et tout, ce serait la fin de ma vie. Donc elle percevait plus d'inconvénients à pas être championne du monde que de bénéfices à être championne du monde. Et donc ça crée quoi? Ça crée de la peur. Parce que dès que j'ai peur de ne pas obtenir ce que je perçois, avoir plus de bénéfices pour moi que d'inconvénients, forcément en fait la peur va nous mettre sur la retenue, le corps ne s'engage pas. Et donc là ce qu'on fait, là les sportifs en général ils tirent, ils déglutissent plusieurs fois quand on fait cet exercice qui est assez long. On va noter environ 50 inconvénients d'obtenir son objectif et 50 bénéfices de ne pas obtenir son objectif pour casser l'illusion de la perte du gain. Et derrière, en fait, on enlève la peur. Et quand un être humain n'a plus peur, il se passe quoi? Là, ça devient magnifique parce qu'il n'y a plus de charge. En fait. C'est une personne libre, quoi, tout simplement. On verra ce qui se passe. Ouais, exactement. C'est une personne pour aller sur ça, parce que tu en as parlé un petit peu, comment on peut définir son prêt à payer? Parce que souvent, surtout les entrepreneurs qui sont habitués, ils vont dire oui, je vais le faire, ou je vais y aller. Mais des fois, il y a certains qui ne sont pas réalistes comme moi, vous revenez à dire j'ai pas pensé qu'il fallait faire tout ça. Donc, comment on fait pour définir son prêt à payer et qu'il soit réaliste? Toujours pareil. Ouais, alors du coup, moi il y a un des choix souvent que je fais, et que ça je m'inspire d'un de mes mentors qui est Manier Sam, il m'a tout le temps dit, Pierre, avant de prendre une décision, visualise-toi sur le long terme en train de manifester le résultat, et regarde-toi si tu es à 10 sur 10 de bien-être, 10 sur 10 de certitude que tu vas y arriver, et 10 sur 10 de désir que tu vas y arriver. Enfin, et si tu es en dessous de 8 sur 10, n'y va pas, si tu n'es pas aligné. Donc ça c'est la première chose à faire, c'est est-ce que je suis à 10 sur 10 de certitude, 10 sur 10 de bien-être, 10 sur 10 de désir quand je me vois réaliser et apporter le service qu'on m'a demandé pour un entrepreneur. Ça c'est le premier point, ou travailler avec tel collaborateur aussi. Et le deuxième point, en fait, moi quand je vois que je suis émotionnel justement en mode ça va être trop bien, il y a trop de... Enfin, on a l'excitation et ça c'est ok d'avoir l'excitation elle est bonne. Mais si je vois qu'il n'y a que de l'euphorie, c'est-à-dire que si je me vois en mode il y a tel bénéfice et que je ne vois pas les inconvénients, je me pose direct et je vais noter au moins une bonne quinzaine d'inconvénients à ce projet par exemple, jusqu'à temps que ok, ça me réaxe en fait, là je ressens que mon corps il se rééquilibre. Et du coup en fait quand on est posé, en fait on est plus dans la présence, dans la certitude. Ou pas d'ailleurs, parce que si on note tous les inconvénients et qu'on n'a plus ce sentiment de certitude, c'est que l'objectif n'est pas fait pour nous, il n'est pas aligné avec notre système de priorité intrinsèque. Donc on lâche l'affaire, on passe à un objectif qui nous correspond mieux. Mais quand on écroule bien comme ça en notant une quinzaine d'inconvénients à l'objectif qui a priori était que du bénéfice et qu'on équilibre nos perceptions par rapport à ça, normalement en général il reste que de la présence, de l'excitation, de l'excitation au sens de l'enthousiasme, j'ai envie d'y aller, en même temps j'ai la pression, j'ai la certitude que ça va le faire et j'ai l'incertitude que ça va le faire. Un être humain performe quand il a ce mix entre certitude que ça va le faire et incertitude que ça va le faire. Là on sait qu'on est au bon endroit. Quand il n'y a pas assez de peur, on sait qu'il y a un prix à payer qu'on n'a pas vu. Quand il y a trop de peur, il y a autre chose à régler aussi.
D'accord, ça me paraît compliqué quand on se dit, voilà. parce que pour moi, par nature, un entrepreneur est optimiste, même si c'est peut-être faux, c'est peut-être une pensée à moi. Mais c'est vrai que souvent, ouais, on est plutôt enthousiaste, on veut faire, et à compte, se dire qu'il faut noter, à moins de faire un business plan, mais bon, souvent les business plans ne sont pas respectés, donc de faire ce papier, on peut se dire que ça va nous démotiver, donc de noter tous ces trucs-là, mais bon. C'est vrai que je comprends qu'il faut plutôt, comme tu dis, aligner, être équilibré, et ne pas être, enfin, prendre une décision sensée, pas juste se lancer pour se lancer. Ouais. Et oui, alors ça c'est un paradoxe parce qu'au début, quand on est vraiment inspiré par quelque chose, c'est qu'on se prend pas la tête, on y va et on voit derrière. En revanche, quand on voit genre un fantasme par exemple, je sais pas, gagner 5000 euros par mois sur internet en partant de zéro en moins de 2 mois, là avant de se lancer dans le programme par exemple, je dirais ok, note tous les inconvénients que ça va faire parce que peut-être ce qui t'est pas dit dans la vente de ce programme, c'est le temps que tu vas mettre pour faire ça, l'énergie que tu vas prendre, les sacrifices que tu vas faire. Voilà, quand on a un sportif de haut niveau, en fait c'est ça. Quand moins on a de conscience, plus on va percevoir les bénéfices à obtenir quelque chose et on va pas voir les inconvénients à obtenir cette chose-là. Par exemple pour les sportifs, à combien de fois j'accompagne des sportifs et qui sont, ils ont une vie franchement de sacrifice, ils voient personne, ils ont très peu d'amis où ils les voient pas, ils boivent pas, très peu d'alcool ou pas d'alcool alors qu'ils aimeraient faire la fête. Bref, il y a énormément de sacrifices et quand les gens les voient faire, c'est wow, mais moi aussi j'aimerais être comme ça. C'est trop bien d'être comme ça. Ouais, mais regarde tous les inconvénients qui vont avec. Ah ouais, non, moi j'y ai pas. Non, mais attends, tu vas pas me dire qu'il y a tout ça comme inconvénient. Quand on est entrepreneur, c'est pareil. Quand on est entrepreneur, les gens et qu'on voyage, enfin moi là je rentre tout juste d'Ibiza et je faisais la blague justement où je me suis mis sur la plage. J'ai pris une photo sur la plage avec l'eau turquoise et j'ai mis. Je pense que vous percevez. Je parie que tout le monde perçoit que j'ai une vie avec plus de bénéfices que d'inconvénients et c'était assez drôle. Et en fait, c'est pareil. Les gens qui sont pas entrepreneurs ou qui débutent ou qui galèrent vont fantasmer ça. Ils vont se dire ah mais c'est trop bien et tout, c'est trop facile pour lui, et sauf qu'il ne voit pas tout le prix qui a été payé depuis ces années pour en arriver là. Donc voilà, juste quand les gens sont dans un fantasme, ils ne voient pas le prix à payer, et quand on est plus, on commence à avoir quelques années d'expérience dans l'entrepreneuriat, on sait que gagner 20 000 euros par mois en partant de zéro en 2 mois, ok, ça va peut-être être chaud quoi. C'est compliqué. Parce que moi, quand tu parlais de ce côté de trop d'excitation et qu'il faut donc se poser un petit peu, je pensais plutôt à une phrase qui est très connue, en plus, je parle beaucoup même des sportifs. Hein. Je dis voilà, mais surtout les entrepreneurs, je savais pas que c'était impossible, donc je l'ai fait. Enfin, c'était pas vraiment la phrase, mais bon, voilà. C'est souvent après avoir fait les choses, les gens disent voilà, je l'ai fait parce que j'ai pas fait attention, j'ai foncé, donc ça vient un peu en opposition à ce type de phrase. Mais bon, après, ouais, c'est comme dit, c'est juste un peu à part. On va faire un grand bond sur autre chose. Ah, excuse-moi, je te laisse parler. Ouais, alors attention, dans la façon dont je le formule, moi c'est surtout sortir les gens du fantasme. Tu vois, c'est genre je veux être champion du monde et les gens qui se disent ah, il faut que je sois, tu vois, il faut que je fasse. Et c'est là où on va mettre les inconvénients. Si on fait les choses de manière inspirée, on n'a pas besoin de se dire il faut, je dois faire. Là, bien sûr, ça n'a pas de sens de noter tous les inconvénients parce qu'on sait qu'on est aligné en fait, on le fait. Non, donc ouais, pour mettre un peu plus de justesse dans mon propos, c'est quand on a objectif et qu'on est en train de se dire il faut que je fasse, je dois le faire. Je sais pas, par exemple, je veux être champion du monde, mais j'ai qu'une fois à la salle. Là, ok, regarde tous les inconvénients. Donc en tant qu'entrepreneur, si on se dit ok, j'y vais parce que je suis inspiré, mais je sais que ça va être dur, mais j'ai envie de le faire, on y va quoi. Donc voilà. Ok. Être réaliste quoi. Ouais, voilà, parlons un peu de. Être inspiré plutôt que euphorique. Parlons un peu rapidement de l'ego. Parce que souvent les sportifs et les entrepreneurs, on dit qu'on a un ego assez important. Comment on construit, comment on gère son ego parce qu'en plus au début tu l'as dit, voilà, souvent on dit, surtout en France, on dit qu'on veut faire quelque chose, on est un peu ambitieux, et il y a d'autres personnes qui vont dire maintenant c'est pas possible, t'es prétentieux, reviens dans ton monde. Comment on gère cette partie-là? Ouais, alors du coup, en fait l'ego, si on revient à l'étymologie même d'ego, ego c'est simplement, l'étymologie c'est le je. Donc si les sportifs, les entrepreneurs ont un ego surdimensionné, juste il dit je, et en fait il est ni plus grand ni moins grand que d'autres, c'est juste que eux ils expriment ce que d'autres répriment. Donc voilà, donc pour moi en fait l'ego,
va poser la charge de ses biens et ses mal de faire ça. Alors que, on peut dire l'âme, on sait pas quoi, ou autre chose, l'être n'a pas de charge de bien et mal. Donc, une personne qui va dire à quelqu'un, ouais, mais attends, t'es prétentieuse, et bien du coup, en fait, au moment où elle dit à l'autre, tu es prétentieuse, donc tu as de l'ego, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'inconsciemment, elle est en train de minimiser l'autre, en train de lui dire, c'est mal ce que tu fais, tu as de l'ego. Et donc inconsciemment, la personne qui dit à l'autre, tu as de l'ego, tu es prétentieuse, est en train de s'exagérer en disant, moi je suis humble. Ok, tu vois un peu le... et du coup, en fait, bah, la personne qui dit à l'autre, tu es prétentieuse parce que tu fais ça, tu pourrais pas te contenter de moins. Et ben, c'est à ce moment-là, elle est juste en train de parler par ego et elle s'exagère en se disant, bah, moi je suis quelqu'un de bien, je suis en train de vivre de ce que j'ai, etc. Et mais moi j'étais dans ce piège-là quand je suis sorti du Vipassana. Quand je suis sorti du Vipassana, j'étais dans ma période pseudo-spirituelle, le gars qui a besoin de rien et tout. Et du coup, je m'empêchais de faire des conférences parce que je me disais, si je fais les conférences, c'est par besoin de reconnaissance. Et du coup, je me disais, mais non, mais je suis trop humble pour pouvoir faire des conférences. Et donc, par ego, donc j'étais en train de m'exagérer, à me dire, je suis humble, donc je passe pas à l'action en gros. Et ce qui était clairement juste du bullshit que je me racontais à l'époque à cause de fausses injonctions sociales. Donc, l'ego, finalement, je pense que c'est soit on accepte le fait que bah oui, j'ai un je et ce je, il a envie de s'exprimer. Donc s'exprimer, c'est vraiment être à l'extérieur, sortir à l'extérieur et de montrer qu'il existe. Exister, c'est existar, c'est vraiment être à l'extérieur et d'être en relation aux autres. Et j'ose faire ça. Ou soit d'autres personnes vont avoir de l'ego, mais il va s'exprimer sous une autre forme qui est plus en train de s'exagérer, en train de dire ouais non, moi je suis trop timide pour faire ça, je pourrais pas faire ça, etc. Mais c'est aussi de l'ego, mais sous une autre forme d'expression. Sauf qu'il dérange moins les autres vu qu'il ne challenge pas les autres. D'accord. Dans tous les cas, pour parler donc de ton séjour en Thaïlande, tu fais toujours les dimanches sans portable, sans téléphone, ça? Sans rien? Ou t'as arrêté? Ouais, je fais assez souvent alors pas toute la journée. Alors, en général, je coupe mon téléphone et mon ordinateur jusqu'à 18h, mais là, tu vois, j'étais 3 semaines à peu près à l'étranger, bah, clairement là, je respectais pas du tout. Mais quand je suis vraiment posé en France, j'essaye de couper au moins une bonne demi-journée, quasiment une journée par semaine. Ouais. D'accord. Donc pour terminer sur un sujet dont tu parles aussi, plutôt donc de la... Comment dire, se programmer à la réussite, donc comment on fait, même si on l'a un peu dit, hein, un peu avant, et comment donc augmenter sa confiance en soi, parce que souvent, on a compris, il faut se caler sur son identité, savoir qui on est, mais j'ai l'impression, même moi, quand on est entrepreneur, des fois, on peut avoir, même sportif, on peut avoir des pertes de confiance en soi, comment on fait pour gérer ça et être optimum en termes de confiance en soi? Ouais, c'est clair, que ce soit les sportifs ou les entrepreneurs, on peut être tous perçus comme très confiants par l'extérieur, mais nous, des fois, on se dit, là, j'ai pas trop confiance en moi. Bah, en fait, là, c'est pour moi la base. Alors là, on revient encore sur la dépolarisation. Après, on va partir sur des choses plus classiques, mais la dépolarisation, ça veut dire, mais déjà, confiance en soi, c'est-à-dire quoi? Confiance en soi, c'est cum fidens. Cum, c'est avec, fidens, c'est la foi. Donc, si j'ai confiance en moi, c'est-à-dire que j'ai foi en moi et je n'ai pas besoin de preuves pour ça. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'éléments extérieurs pour savoir qui je suis et pour définir qui je suis. Donc à partir du moment que j'ai besoin d'une validation extérieure pour me dire qui je suis, bah, c'est que j'ai pas confiance. C'est-à-dire que si je sais à l'intérieur de moi que je suis excellent, mais j'ai pas encore les résultats qui arrivent, eh bien, si on me dit ouais mais t'es trop nul, je m'agace quand on me dit t'es nul, bah, c'est-à-dire que je manque de confiance en moi puisque j'ai besoin que les autres valident que je suis excellent pour pouvoir y croire. Du coup, la confiance en soi, c'est déjà, quelles sont les peurs? J'ai peur d'être jugé de quoi? Si je me loupe, j'ai peur d'être jugé de quoi? J'ai peur d'être jugé de nul, d'incompétent, etc. Donc de voir à qui on aurait peur de ressembler et du coup de faire la dépolarisation là-dessus, c'est-à-dire de voir sous quelle forme on l'exprime déjà, etc. pour plus avoir peur de cette partie-là chez soi. Parce que en fait, des fois, quand on a peur de l'échec, souvent c'est qu'on a peur que si on échoue, on va s'identifier au résultat. Donc ça, qui est très mauvais, c'est-à-dire j'ai échoué, on va dire je suis nul. Okay, j'ai loupé, j'ai fait tomber mon entreprise, je suis nul. Non, j'ai tombé l'entreprise, j'ai fait tomber l'entreprise, j'ai échoué cette compétition, mais je reste quelqu'un d'excellent. Que ferait l'excellence maintenant?
Donc c'est vraiment important. Je pense que la première chose à faire, c'est on va vraiment se désidentifier du résultat et se centrer sur l'être humain qu'on est en train de devenir petit à petit. 2, c'est aller voir les zones d'ombre en fait. Les zones d'ombre, c'est de quoi ai-je peur d'être jugé si je me loupe, si on me dit que je suis nul. De quoi est-ce que j'ai peur d'être jugé pour récupérer cette partie-là chez nous, parce qu'une fois qu'on a récupéré cette partie-là chez nous, si on se loupe et quelqu'un va nous dire c'est nul, je suis nul, t'es nul, tu vas dire ouais ok, t'as le droit de penser ça, en fait c'est ton choix, moi j'ai juste testé quelque chose, ça n'a pas fonctionné mais c'est pas grave, je vais essayer sur une autre forme. Et 3 après 3 c'est l'exercice vraiment basique du développement personnel, mais qui fonctionne, ça va être tout ce qui est visualisation, incantation, les morning formula, voilà, se répéter quelques phrases clés tous les jours, faire attention à son discours interne. Voilà, ça mange pas de pain, ça mange 5 minutes par jour, ça demande 5 minutes par jour et pour autant ça reste efficace quoi. Quand on se conditionne tous les matins ou tous les jours ou tous les midis ou tous les soirs, peu importe, à se répéter des phrases je suis excellent, se visualiser excellent, se visualiser en train de manifester les résultats qu'on a envie, ouais, là on gagne confiance en nous, c'est plus productif que se dire ouais je suis nul, je suis tout pourri, je vais jamais y arriver. Ça tombe bien que tu parles de ça parce que tu m'as fait venir une question qui n'était pas prévue. C'est quoi tes routines à toi? Ouais, moi mes routines, matinales plutôt. C'est tout le temps les mêmes. Ouais, exactement. En fait, je lis, j'ai quelques pages, j'ai 2-3 pages, genre 3 pages de lecture sur les différents objectifs dans les différents domaines de vie. Que je remets à jour environ tous les 6 mois, tous les ans, quand j'ai atteint mes objectifs. Du coup, ça, je les lis à voix haute tous les matins. C'est-à-dire, je les lis à voix haute et je les lis souvent en marchant. Je sais pas pourquoi, je vais même marcher, je fais des tours autour de la table en marchant comme ça. Ça me prend, 1 minute 30, 2 minutes. Après, je répète quelques phrases à voix haute. Je répète, allez, je suis excellent, je suis un entrepreneur de haut niveau, etc. Je répète ça en boucle, pareil pendant 1-2 minutes maximum. Et ensuite, je visualise, je fais 2-3 minutes de visualisation à tout casser. Donc, je fais des routines de 7 minutes peut-être maximum. Ça me prend vraiment pas beaucoup de temps, mais c'est les routines que je fais. Donc, voilà. D'accord. Et tu fais des routines, bon là tu parlais de la table, tu fais des routines devant le miroir? Je le fais pas. Alors je sais plus si dans le livre j'en parle ou pas, mais et souvent les gens me disent que je dis devant le miroir, mais moi je fais pas devant le miroir. Je l'ai fait à une époque. Aujourd'hui je le vois plus. Non, c'est juste c'est un podcast que j'ai écouté il y a 2 semaines sur un podcast que je cite souvent, c'est Lewis Howe. Et il y avait une coach qui parlait de ça, qui un peu sur l'écran et sur ça, elle disait que voilà, on devrait tous se faire un high five dans le miroir tous les jours. Et ils ont fait des études disant que c'est magnifique, c'est super, voilà. Et ils disaient qu'on devrait tous, parce que comme tu disais aussi, on l'a dit, hein, souvent on a une facilité à dire j'ai mal fait, j'ai déconné. En fait, tous les jours, on devrait être la personne, on devrait être notre propre cheerleader, voilà. Tous les jours, dire voilà, t'es super, t'es magnifique, puis voilà. Ce que tu fais, mais autour de la table, mais différemment. Mais bon. Ouais, moi je fais en marchant, en lisant, mais c'est vrai qu'à une époque, quand j'ai commencé tout ça, en effet, je faisais devant le miroir. D'accord. Et donc là, avant de finir, j'ai toujours 5 questions que je pose à tous mes entrepreneurs. J'ai une question la plus peut-être générale, on va dire générique, je sais pas si on dit ça. Comme on sait que le cerveau c'est une machine, en plus voilà, qui en général on lui pose des questions, il nous répond, enfin si on peut, s'il peut, enfin je il peut. Quelles sont les questions à se poser comme tu as coaché beaucoup de personnes et donc quand on parle de haute performance, c'est toi. Quelles sont les questions qu'on devrait se poser, la mission, tout ce qui est mission et énergie, comment on devrait dessiner tout ça? Bien sûr, en général, il vaut mieux passer par toi, hein. Je pense que tu vas le faire pour nous, mais bon, on doit aussi être aussi grand pour le faire comme une grande personne. Quelles sont les questions à se poser? Si là, c'est pas toi, mais quand tu as coaché plein de personnes, quelles sont les 2-3 questions que tout le monde devrait se poser? Même si on est tous différents, tu vas me dire, c'est ce que tu vas me répondre, mais est-ce qu'il y a des questions de base qu'on devrait se poser? Bah ouais, moi la basique, et tu vois pour les sportifs, c'est celle qui revient le plus souvent, même pour les entrepreneurs d'ailleurs, c'est qui ai-je envie d'être en relation à cet événement en fait. Il y a un coup dur qui m'arrive, ok, qui ai-je envie d'être maintenant? Est-ce que je veux être un lâcheur ou quelqu'un de courageux? Et dans ces cas-là, que ferait le courage? Avant une compétition, les sportifs, je leur demande toujours de demander, ok, quoi qu'il arrive, gagné ou perdu, tu seras devenu un peu plus qui à la fin de la compétition? Plus un guerrier, plus serein, plus confiant. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, j'ai gagné ou j'ai perdu la compétition, je serai plus ça. Donc ça, c'est la question vraiment basique que je pose à tout le monde. Qui ai-je envie d'être? 2, c'est
ça va être se noter, ok, est-ce réellement important pour moi en fait? Est-ce réellement aligné avec mon système de valeurs ou de priorités intrinsèques, quoi? Est-ce que la proposition que j'ai, est-ce que le projet que j'ai est réellement aligné avec ça? Autrement, après, avec qui j'ai envie de devenir. 3, ce serait pour des entrepreneurs. Là, c'est la question qui me vient comme ça. Je lui dirais, ok, qui peut le faire? Qui peut le faire pour toi? Voilà, ça c'est qui peut le faire pour toi? Il te reste 5 ans à vivre. Tu prendras quelle décision? Voilà, ce sera la 4e question. Il te reste 5 ans à 5 vivre, ans tu prendras quelle décision? Ouais, voilà, on dit dans 5 ans c'est fini. Dans 5 ans c'est fini, t'es mort. C'est fini. Il te reste 5 ans à vivre. Là, tu fais quoi maintenant là? Et moi, c'est une question que je me pose assez souvent. Quand je vois que je suis pas dedans, quand je vois que je fais des choix plus par peur, que vraiment pas envie de me dépasser, je me pose cette question. Ok, si tu restais 5 ans à vivre, tu ferais quoi? Voilà, c'est la 4e question. Ouais. Ou que ferait le toi du futur, quoi. Ça me servi un peu à la première, c'est ok, là tu as du mal à prendre une décision, que ferait le toi de... Allez, connecte-toi, toi dans 5 ans, tu as manifesté le résultat, c'est déjà fait, qu'est-ce que lui ferait? Donc essayer de prendre des décisions à partir du soi du futur plutôt qu'à partir du soi d'aujourd'hui. Ça, c'est des belles questions. Je vais les noter dans le résumé. Donc, qui ai-je envie d'être maintenant? Donc, plutôt maintenant. Ouais, en relation à cet événement. Ouais. D'accord. Je vais lire tout ça parce que j'ai du mal à me relire. Mais bon. Bon, merci pour toutes ces bonnes informations. Je vais te poser les 5 questions que je pose à tous mes entrepreneurs. Quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Quel est le business dont je rêve à part celui... moi c'est à long terme, mon rêve à long terme c'est d'aider d'autres entreprises et plutôt des grandes entreprises à incarner le modèle qu'on essaye de développer au maximum à Académie de l'Haute Performance, c'est-à-dire où chacun vit, chacun perçoit dans l'entreprise qu'on est tous complémentaires, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, et ça, aujourd'hui j'ai tellement fait dans des grosses boîtes, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, on est tous complémentaires, et voilà, ça c'est le... Et en fait, avec l'Académie de l'Haute Performance, en la faisant grossir le plus possible, j'ai envie de démontrer qu'en fait, une entreprise qui tourne, qui fait du profit, qui a une équipe qui s'éclate, c'est possible en fait. Donc voilà, l'entreprise que je rêve derrière, c'est accompagner des entreprises à faire en sorte que chacun vive dans son business, dans son système de valeurs, et voilà, et d'aider ces boîtes-là à grandir, donc sous une forme ou sous une autre. Ce serait ça, ouais. Ok. Si quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? En tant que l'investissement sur moi. L'investissement sur moi, parce que on l'a jamais dit, je crois, mais ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, parce que quand j'ai commencé, je suis vraiment parti de zéro en fait. J'ai commencé avec des formations gratuites sur internet, j'ai commencé avec des trucs à 50 €, j'ai commencé ensuite avec des formations 1600 €, où on payait tous les mois pendant à 160 € pendant 10 mois, et je me suis serré la ceinture pendant des années pour me payer des formations à des 20 000 à 25 000 € avec le docteur John Demartini, et des formations que... Ça, c'était dans mes incantations dans les morning formula le matin, c'était je me paye les formations que je veux, et aujourd'hui je peux me dire que je suis heureux de me payer les formations que je veux, et ça c'est ouf, c'est réalisé, ça a mis du temps, mais ça y est, c'est fait. Et je pense que c'était la plus belle expérience, parce qu'à chaque fois c'est des séminaires, je rencontre des gens, je me transforme, je suis plus le même avant qu'après, et ouais, clairement c'est la meilleur investissement, meilleure expérience entrepreneuriale, c'est moi-même. Donc voilà, et la gestion d'équipe aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui en fait, vu qu'il y a l'équipe, c'est comment est-ce que je fais pour que chaque membre de l'équipe donne le meilleur de lui-même, s'éclate, kiffe. Ouais. Parce que je crois que j'ai écouté sur le podcast ou dans le livre, c'est ça que tu as commencé en solo, et au début je vais me retrouver. Et tu disais que tu voulais pas vraiment automatiquement développer, en fin de compte, tu es bien développé, et je pense même par rapport à ce que tu as dit avant, la réponse que tu as dit avant, si j'ai bien compris, alors excuse-moi, je fais pas le psy, mais rien à voir, mais le but c'est vraiment de grandir, l'académie, de grandir, et de indirectement passer à différents niveaux et évoluer. Enfin, comme tu dis en plus, hein, quand tu parles de... Ouais, c'est clair. Moment tu parles, je suis désolé, je suis reparti dans le podcast.
tu parlais du côté positif et négatif. Et tu disais que c'est pas ni à gauche ni à droite, c'est plutôt voilà, de voir en haut. Donc, et quand je te parlais de comment te développer. En fait, je vois de l'académie grandir, et tu vas aller chercher les grosses boîtes et les grosses sociétés, voilà, développer. Ouais. Parenthèse. Ouais. Une autre question, sinon je vais partir sur autre chose. Donc, le plus simple pour comprendre ce que je viens de dire, il faut aller prendre le livre, l'acheter, le offrir aux amis et comprendre ce que je viens de dire. C'était un peu embrouillé. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Ouais, j'ai envie de redire, s'entourer des bonnes. Enfin, il y a deux réponses qui me sont venues, c'était investir sur soi et deux, s'entourer des bonnes personnes, quoi. S'entourer des bonnes personnes. Moi, j'ai beaucoup de gratitude pour mes mentors qui me conseillent et s'entourer des bonnes personnes. Et ouais, le troisième qui est un why. Un why de. C'est pas. Pourquoi? Sauf si on a la valeur finance, il y a 10% des gens à peu près, selon le Dr. John Bartney, qui ont la valeur finance, donc ils peuvent se lancer dans un business juste pour des thunes. Sinon, pour les autres, je pense que c'est une envie de changer le monde qui est hyper forte, quoi. C'est le why qui fait que quoi qu'il m'arrive, je m'en fous, je continuerai parce que même si je gagne jamais ma vie avec ça, je sais que j'aurai eu un impact sur des gens et voilà, donc et personne ne m'arrêtera pour ça. Je pense que c'est le why, ouais. Ok. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Sur l'identité gagnante, mais non, il y a alors un entrepreneur. Quel est le livre que alors attends, j'ai du mal avec les noms des livres. Ouais, non, moi les biographies, Steve Jobs. Donc là, j'en prends pas qu'un du coup. Nike aussi, Nike qui m'a vraiment la biographie du gars de Nike. Comment il s'appelle déjà? Phil Knight. Ouais, Phil Knight. Ouais, Nike qui m'a marqué. De Steve Jobs, qui est pas mal. Steve Jobs m'a marqué. Moi, c'est les entrepreneurs qui m'ont marqué parce que ce que j'aime, c'est. Alors, du coup, là c'est plutôt. Je conseillerais plus des biographies, en fait, finalement, plutôt qu'un livre en particulier. Parce qu'il y a cette inspiration en mode waouh, eux, ils sont partis de zéro et voici comment ils ont fait. Enfin, l'histoire du mec Nike, quoi, c'est dingue. Le gars, il fait un voyage, il rencontre une statue, la statue de Mickey. Et lui il commence à vendre des chaussures qu'il importe du Japon sous une autre marque, il fait ça dans son garage. C'est dingue, et puis derrière c'est Nike, quoi. Donc, Très belle histoire. Toujours pas lu malheureusement. Mon Steve Jobs, j'en ai lu plusieurs, mais Philippe Knight, on en a parlé, j'ai toujours pas lu, mais bon, faut que je me motive. Ouais, moi celle-ci, c'est juste dingue. Bah je vais me motiver, je vais le faire. Dernière question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? La compétence que je rêve d'avoir. Bah, encore plus de. Il y en a deux, je pense, encore plus de compréhension de la complexité de gérer plusieurs entreprises à la fois. Ça, c'est la compétence que je rêve d'avoir. Et la deuxième qui va avec, ce serait encore plus connaître l'être humain aujourd'hui pour arriver à inspirer les gens et faire en sorte que chacun soit bien et chacun soit dans sa mission. Au sein de l'entreprise. Donc voilà, ce serait développer ces deux-là. Bah, c'est un beau projet, une belle mission. Bah, Pierre, grand merci. Et puis je te dis à bientôt. Un grand merci à toi, Thierry. Ça marche, à bientôt, Thierry. Ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'Entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-6.fr, contact@thierry-6.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.